Qui sont vos grands-parents? Qu'ont-ils vécu? Quelles époques ont-elles traversées? Que vous ont-ils transmis? Bienvenue à Passer Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité, d'où ils viennent, ce qu'elles ont accompli, comment ils ont vécu. Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Est-ce que vous avez parfois pensé à tous les hasards qui ont rendu votre naissance possible? Moi, ça m'est arrivé parce que mes parents sont nés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre et que mon père a vécu la guerre du Liban. Sa survie m'a toujours semblé relever d'un petit miracle. Dans cet épisode, Alice nous raconte les parcours de vie de ses grands-parents juifs, dont 3 sont polonais. Les miracles qui leur ont permis de survivre à la Seconde Guerre mondiale les ont amenés sur des parcours de vie très différents, en Pologne et en France. Du fait de ces récits exceptionnels et hors du commun, il m'a semblé important de garder les 4 grands-parents dans l'épisode. Du coup, cet épisode sera un peu plus long que d'habitude. Mes grands-parents paternels sont nés tous les deux en Pologne, à Kielce. Donc Julian est né le 30 décembre 1911 dans cette même ville qui était à l'époque russe et qui s'est libérée après la Première Guerre mondiale. Et Felicia est née donc aussi à Kielce le 20 septembre 1917. Ils viennent tous les deux d'une famille juive, tous les deux, plutôt aisée. Les parents de Julian travaillaient dans la photographie. Enfin, le père était photographe. Et donc, il photographiait des gens de ce shtetl. Il faisait des portraits. Un shtetl, c'était en fait une ville juive d'Europe de l'Est. Voilà, ça pouvait être une ville, ça pouvait être un village. Il y en avait un petit peu partout en Europe de l'Est. Donc là, en l'occurrence, c'était une ville. Sa femme l'assistait. Les enfants aussi. On disait vraiment de lui qu'il avait une patte artistique à tel point que, et ce qui était assez étonnant pour l'époque, parce qu'il y avait déjà quand même un petit peu d'antisémitisme en Pologne, il photographiait donc aussi bien des juifs du shtetl que des catholiques polonais, voilà, qui appréciaient vraiment son travail. Et donc Felicia, donc Fela, qui est le diminutif de Felicia, ses parents travaillaient, je crois que son père était tailleur, il habillait l'armée polonaise et sa mère était femme au foyer. Donc ils gagnaient pas trop mal leur vie pour l'époque. Alors, j'ai pas énormément d'infos sur les shtetl. Ce que je sais, c'est que on parlait yiddish dans les shtetl, qui était la langue communément parlée par les juifs ashkénazes, donc les juifs d'Europe de l'Est. Donc il y avait vraiment une différence, c'est-à-dire que dans un même pays, par exemple la Pologne, on parlait donc polonais et dans les shtetl, on parlait yiddish. Ce qu'il y a, c'est que au vu de l'histoire de ma famille, mon père n'a pas les informations. Il ne sait pas si mon grand-père parlait yiddish parce que il y a vraiment eu un effacement un peu de l'histoire à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, on sait que la langue officielle, c'était ça. La vie sociale s'organisait comme dans un village typique. C'est juste que c'était un village identitaire. En fait, on pourrait vulgariser en parlant de ghetto. Il y avait donc des magasins, des sites culturels, etc., qui étaient juifs. Et les Polonais et les Juifs avaient tendance à ne pas se fréquenter. Les Polonais ne fréquentaient pas le shtetl. Mais en tout cas, jusqu'à l'arrivée de la guerre et la montée des tensions, plus dans les années 20-30, il y avait un respect qui était mutuel. Je pense qu'il y avait peut-être une méprise, peut-être par certains de la part de l'un et l'autre, mais je pense qu'il y avait quand même un respect global d'après ce que j'ai pu comprendre. Comme ils sont nés dans la même ville et qu'ils étaient vraiment voisins, je connais pas le moment officiel de la rencontre, mais ce que je sais, c'est que Fela, ma grand-mère, avait un frère qui s'appelait Edvard, qui était surnommé Hedjo. Et donc Hedjo était dans la classe de mon grand-père, donc de Julian. Ils sont devenus très proches. Et en fait, un jour, Julian est allé chez Felicia pour voir son frère, en fait. Et c'est comme ça qu'ils se sont probablement rencontrés, parce qu'ils devaient faire les devoirs ensemble, ou voilà. Et puis ensuite, ils ont été amenés à parler. Et donc, ils ont vraiment grandi ensemble. Et je suppose qu'à un moment donné, les choses faisant, ils se sont mis ensemble. Mais c'est vraiment 2 personnes
qui ont grandi dans la même ville, qui ont fréquenté les mêmes personnes, la même école, les mêmes lieux, les mêmes endroits. La particularité était que ils étaient, je pense, assez avant-gardistes pour l'époque, parce qu'au moment où ils se sont mis ensemble, alors je sais pas exactement quand, ils ont décidé de partir tous les deux à Zakopane, qui est une ville très connue à la montagne en Pologne. Ils n'étaient pas mariés. Ils sont partis donc tous les deux pendant les vacances, avec l'autorisation de leurs familles respectives. Et alors ça a vraiment parlé dans la ville. Enfin, c'était complètement fou de se dire ces deux jeunes personnes pas mariées qui partent comme ça tous les deux. Je pense que là-dessus ils étaient assez en avance sur leur époque, et je pense qu'ils réalisaient pas du tout ce qui était en train de se tramer, c'est-à-dire l'arrivée de la guerre. Je pense ils étaient assez heureux tous les deux. Physiquement, ils étaient assez beaux. En plus, mon grand-père, on dit de lui qu'il avait un physique italien. Il était très brun, musclé, enfin voilà, de la gomina dans les cheveux, enfin vraiment le style du tombeur. Ma grand-mère, c'était la femme slave typique, blonde, aux yeux bleus, pulpeuse. Donc moi, j'imagine ce jeune couple qui part à la montagne, ma grand-mère très pin-up. Mais je pense que ça a beaucoup fait jaser. Et on l'a appris en fait il y a peu, parce que quelqu'un nous a envoyé un mail avec des photos en disant est-ce que tu savais que Felicia était partie avec Julian. Donc c'est vraiment encore aujourd'hui, on en parle, et c'est assez rigolo. Mon grand-père était très attiré par les nouvelles idées, par le communisme, et ça a aussi fait qu'il était plutôt avant-gardiste, parce que c'est quelque chose d'assez moderne pour l'époque, ça ne se faisait pas en Pologne. Et en fait, pourquoi est-ce que donc Julian s'est tourné vers le communisme? C'est parce qu'il y a eu un événement dans sa vie qui l'a vraiment marqué. Avant d'être avec ma grand-mère, je pense qu'il était assez séducteur avec les femmes, et peut-être pendant d'ailleurs, hein, je sais pas. Et les premières interactions qu'il a eues avec les femmes, une des premières interactions, s'est très très mal passée, puisque son ami de l'époque, en fait, l'a vraiment humilié. C'est-à-dire qu'il y a une scène, en tout cas, qu'on me raconte, c'est pas mon grand-père qui me l'a raconté, mais c'est mon père, où deux femmes s'avançaient vers Julian, voilà, qui leur souriait, enfin une scène typique de drague dans un village, voilà, classique. L'ami de Julian à ce moment-là a vu ce qui était en train de se tramer, vraiment le jeu de séduction, et a commencé à l'humilier, à l'insulter en le traitant probablement de sale juif, enfin beaucoup d'insultes antisémites. Et je pense que c'est à ce moment-là où il y a eu une rupture, et mon grand-père a réalisé qu'il était différent, et qu'en fait, même si il était, alors probablement qu'il était dans une école mixte, parce que son camarade n'était pas juif. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à se tourner vers l'idéologie du communisme, c'est-à-dire l'égalité entre tous, donc notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait cette position un peu avant-gardiste, parce que, par exemple, le mariage dans le communisme, vu que c'est un mouvement qui n'est pas religieux, qui ne prône pas la religion, il y a moins cette sacralisation des rapports hommes-femmes. Je crois que c'était assez courant de ne pas être marié. Peut-être que je dis des bêtises, hein, je suis pas historienne, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris. Donc je pense que c'était lié à ça. C'est à partir de cet âge-là que, je pense qu'il a dû s'y intéresser à l'adolescence. Donc j'ai pas l'âge exact, mais je pense qu'il devait avoir peut-être une quinzaine d'années, où il a commencé à vraiment déjà lire les livres de Marx, apprendre le russe. Il y a eu une vraie attirance pour ce mouvement qui était en train de grandir, mais qui était pas encore très très présent en Pologne à cette époque-là. Alors, en 1938, lorsque la guerre éclate, Julian donc, est diplômé de Polytechnique. Il travaille probablement comme ingénieur. Je dis probablement parce que je ne le sais pas de source sûre, mais étant donné que c'est le métier qu'il a fait à la suite de ses études, ça me paraît logique. Fela ne travaille pas. La guerre éclate, et il y a vraiment une décision à prendre, parce que les tensions s'intensifient. Le contexte de la Pologne est très particulier, parce que donc elle n'est plus sous domination russe, elle n'appartient plus à la Russie, elle est libre. Mais par contre, effectivement, il y a un contexte particulier, parce que la Pologne divise son territoire entre l'Allemagne et la Russie. C'est-à-dire que officiellement la Pologne est polonaise, mais les Russes et les Allemands ont fait un pacte en fait pour envahir la Pologne. Donc en gros, ils se divisaient le territoire. Et face à cette situation-là, mon grand-père Julian sent que ça sent le roussi.
Et il dit à sa famille, il faut qu'on parte de Pologne absolument. Il va se passer quelque chose. Il voit déjà que voilà, l'antisémitisme est en train de grandir, que l'Allemagne, l'Allemagne, on sait quelle est la situation en Allemagne en 1938. Enfin, il y a vraiment la montée du nazisme, l'antisémitisme grandissant. Et il dit à sa famille, moi je suis ingénieur, je parle russe, j'ai les compétences pour aller travailler en URSS, on sera bien plus protégé qu'en Pologne où, c'est sûr, il va y avoir du grabuge, donc il faut que vous partiez avec moi. Et donc une partie de sa famille accepte en disant, en sentant qu'il y a ce danger-là, et l'autre partie considère que ce sont pas les Allemands, les barbares, mais que les Russes sont des barbares et qui refusent d'aller dans ce pays-là qui, plus est, les a dominés en plus pendant très longtemps. Enfin, l'histoire entre la Pologne et la Russie est très compliquée parce qu'il y a vraiment cette notion de domination qui est présente et les Polonais veulent leur liberté. Et donc, les parents de Julian refusent de partir avec lui. Et pour Felicia, je n'ai malheureusement pas tous les détails, je ne sais pas quelles sont les personnes de sa famille qui ont décidé de partir, mais je sais qu'elle a aussi des membres très proches de sa famille qui ont décidé de partir et d'autres de rester. Donc il essaie de les convaincre et puis au bout d'un moment il dit bon bah tant pis, il faut qu'on parte, on est vraiment dans l'urgence. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de partir pour la Russie. Alors donc en 1939, quand la guerre éclate, Kielce est probablement du côté nazi. C'est aussi pour ça que Julian s'inquiète réellement pour sa famille, c'est qu'il voit en fait la progression du régime nazi en Pologne et il craint vraiment pour sa survie et la survie de ses proches et c'est pour ça qu'il décide de partir en URSS, déjà parce que c'est son idéologie et que voilà le communisme il a vénéré une bonne partie de sa vie, il parle russe, il a appris le russe pendant toutes ces années, il est diplômé de Polytechnique, il est ingénieur donc il a toutes les cartes en main pour pouvoir partir et à cette époque, c'était assez courant que les juifs polonais ou d'autres personnes qui voulaient fuir la Pologne se dirigent chez les soviétiques, donc en Russie. Je ne sais pas quelle était sa destination première, mais je sais qu'à un moment donné, il atterrit au Kazakhstan pour travailler dans une raffinerie. Et il travaillera probablement aussi dans les pays frontaliers. En tant qu'ingénieur, il va rencontrer beaucoup de nationalités limitrophes. Je ne sais pas exactement quelles sont ces nationalités-là, mais il y a vraiment beaucoup de pays qui gravitent autour du Kazakhstan parce qu'il y a une force ouvrière à cette époque qui est assez importante et il y a justement une construction industrielle qui est importante, donc Julian profite aussi de ça. Cette partie de sa vie est assez floue. La seule chose que je sais, c'est qu'il va travailler là-bas, qu'il va subvenir aux besoins de sa famille et qu'il ne reviendra en Pologne seulement après la guerre en fait. Il pense retrouver sa famille une fois la guerre finie. Il a peu d'informations sur ce qui est en train de se passer en Pologne, sur les personnes qui sont envoyées dans les camps. On dit les choses, mais il n'y a pas vraiment Je crois que les sources, en tout cas, les sources d'informations sont assez brouillées. Il rentre en Pologne une fois la guerre terminée, et il se rend compte que ses parents ne sont plus là, que sa sœur n'est plus là, et il finit par apprendre qu'ils ont été envoyés à Auschwitz. Et là, il y a vraiment une deuxième déchirure qui se produit. La première étant cette réalisation du fait qu'est-ce que c'est qu'être juif en Pologne, et qu'est-ce que c'est que d'être rejeté. Et la deuxième, c'est ça, c'est de se dire qu'il n'a pas réussi à convaincre ses parents. Je crois qu'il va beaucoup se blâmer, se dire qu'il aurait pu faire autrement, et il va devoir reconstruire sa vie avec ce poids-là. Et donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui va beaucoup le marquer dans la reconstruction de sa vie plus tard. Déjà, le contexte a changé puisque la Pologne est maintenant sous domination soviétique. Donc il y a vraiment toute une politique en fait qui change en Pologne, c'est-à-dire que là, pour le coup, la politique communiste a été mise en place. Et dans ce contexte-là, il y a beaucoup de juifs qui étaient... Alors, je ne sais pas si c'était obligatoire, mais en tout cas, il était fortement conseillé pour les juifs de changer leur nom de famille. Et donc ça va être le cas pour Julian et sa famille. Et donc il y avait une personne en particulier qu'on surnommait Jean-Baptiste parce qu'elle baptisait, entre guillemets, les juifs avec un nouveau nom de famille. C'était la femme du premier secrétaire du parti qui était en charge de trouver des nouveaux noms de famille aux juifs. Mais ce qui est assez étrange dans cette histoire, c'est que on dit que c'est elle qui choisissait les noms de famille, mais moi, la version que j'ai dans ma famille, c'est que c'est mon grand-père qui a choisi le nom.
Donc je ne sais pas quelle est la véritable histoire, parce que j'avais une partie de la famille de mon grand-père qui était en Suède, donc on dit qu'il aurait choisi un nom suédois. Le mystère reste intact, mais toujours est-il qu'il a changé de nom après la guerre. Après la guerre, donc il a continué dans cette trajectoire d'ingénierie. Il avait un poste très haut placé au sein du parti, toujours en tant qu'ingénieur. Et en fait, ce qui va être assez intéressant, c'est qu'il était tellement convaincu par les idéaux communistes qu'il va refuser d'avoir un salaire qui était à la hauteur de son poste. Il disait que oui, certes, il avait fait des études, oui, certes, il avait un poste qui était haut placé, mais l'idéologie communiste, c'était aussi l'égalité des salaires, l'égalité des positions professionnelles, donc il va avoir un salaire beaucoup plus bas que ce qui était prévu à la base. Donc il garde quand même cette idéologie qui était très forte. Et à côté de ça, en tout cas officiellement, il mène une vie de famille qui est assez classique, c'est-à-dire que donc il va vivre avec sa femme, avec qui il n'est toujours pas marié. Mais en tout cas, ils vont vivre de façon maritale ensemble. Ils vont avoir 2 enfants. Ma tante née en 1948 et mon père né en 1951. Et c'est dans ces eaux-là qu'ils vont déménager à Varsovie. Je n'ai pas la date exacte, mais je précise qu'ils ne vivent plus à Kielce, qu'ils vivent à Varsovie, dans la capitale, où mon grand-père exerce ce poste d'ingénieur. Il a donc grimpé en échelon et il est devenu vice-ministre de l'Industrie, donc qui était vraiment un poste très haut placé à l'époque. Je crois qu'il en était très fier parce que c'était vraiment finalement le but de sa vie. Enfin, si on reprend ce jeune Julian de 15 ans qui lisait Karl Marx dans sa chambre, qui s'est passionné pour le communisme, je ne sais pas s'il s'imaginait à cette place-là après la guerre. Je pense que ça a été pour lui vraiment une consécration et je pense qu'il en était très fier. Ouais. Officiellement, il mène une vie de famille très, très classique avec sa femme et ses enfants. Mais ça, c'est officiellement. Dans les coulisses familiales, on va dire, c'est assez différent parce qu'il a été très, très marqué par son histoire en tant que jeune adolescent, le fait d'avoir été rejeté, par la perte de ses parents dans les camps de concentration. Je pense c'est même sûr, il a vécu un très grand traumatisme. Et je pense que c'est ça qui lui a fait prendre la décision de ne plus du tout parler de judaïsme dans la famille. C'est-à-dire que il décide de ne pas dire à ses enfants qu'ils sont juifs. Ma tante, et ça c'est le grand mystère familial aussi, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'elle l'a appris, c'est-à-dire qu'elle le savait et mon père ne le savait pas. Et on va dire qu'il y a vraiment tout un mystère autour du judaïsme qui plane dans cette famille, parce que mon père, en fait, décèle des indices. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir, par exemple, des oranges d'Israël avec une étoile de David qui sera estampillée sur le colis. Il va y avoir des appels, parce que mon grand-père avait de la famille qui avait immigré en Israël, donc mon père va intercepter des appels. Plein de petits indices, mais en fait, il va pas comprendre ce que c'est. Il va juste comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'il y a quelque chose de différent dans cette famille. Et je sais pas si c'est un déni ou ça. Bon, je n'ai pas cette information, mais ce que je sais, c'est que il y avait beaucoup de moqueries envers les enfants juifs à l'époque, et mon père va participer à ces moqueries. Donc ne va pas du tout savoir que lui-même est juif. Donc mon grand-père a voulu mettre sous clé ce judaïsme au profit du communisme. Et puis un beau jour, mon père va l'apprendre. En fait, il va l'apprendre, je crois, par un ami à lui qui va lui dire une phrase du genre de toute façon, toi t'es juif ou quelque chose comme ça. Et puis il va poser la question à sa sœur. Donc là, à ce moment-là, mon père a 11 ans. Il va dire mais c'est vrai cette histoire, est-ce qu'on est juif? Elle lui dit bah oui, tu le savais pas. Et là, à nouveau, il y a cette cassure qui se produit, mais cette fois-ci pas du côté de mon grand-père, mais du côté de mon père. Il y a vraiment un déchirement identitaire où en fait, il va pas comprendre. En fait. Il va pas comprendre qui il est, il va pas comprendre pourquoi est-ce que mon grand-père lui a caché ça. Il est complètement perdu. Et donc, il va aller confronter son père, Julian, en lui disant « Mais est-ce que c'est vrai, cette histoire ?» Et Julian, à ce moment-là, le gifle violemment au visage en lui disant quelque chose du genre « On ne parle pas de ça. »
il va être complètement dans le déni, en fait, il veut pas entendre, et ça va être quelque chose de très 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 compliqué par la suite, parce qu'il va continuer à cacher tous ces indices, c'est-à-dire que ces fameux colis qui sont estampillés avec le drapeau israélien, il va les déchirer en 1000 morceaux, il va les jeter aux toilettes, enfin il va vraiment vouloir cacher à tout prix. Et à côté de ça, sa femme, Felicia, qui elle aussi était traumatisée, en fait ne disait rien. Elle se taisait. Déjà parce qu'ils avaient beau être avant-gardistes, il y avait quand même cette position d'hommes et de femmes classiques des années 50 où voilà, c'est quand même l'homme qui a la position dans la famille la plus importante, et la femme fait à manger et la femme suit. En fait, elle ne fait aucune remarque. La seule chose qu'elle fait, ça va être un excès, je pense, de protection avec ses enfants. C'était vraiment la mère juive par excellence. Elle les surnourrissait, elle les surcouvait de bisous, elle était très 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 tendre pour pallier ce manque de tendresse totale de la part de Julian, parce que Julian n'embrassait pas ses enfants. Ce déni du judaïsme s'accompagnait d'une très très grande froideur aussi, parce que je pense qu'il n'était pas capable d'exprimer ses émotions. Il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé en lui, et c'est pour ça, je pense, que ma grand-mère a vraiment joué ce rôle de mère poule absolue avec ses enfants. Julian, jusqu'en 1968, très précisément, va exercer ce poste d'ingénieur, donc de vice-ministre, tout en niant son judaïsme, donc en se consacrant à son travail. Il avait vraiment cette idéologie, je pense, stakhanoviste. Donc le stakhanovisme, c'est cette figure soviétique du travailleur acharné. Voilà, il s'est complètement plongé là-dedans. Et puis en 1968, il va être rattrapé par son judaïsme, parce qu'il a beau le nier, et ben son judaïsme, il est bien là, il est présent, puisque à ce moment-là, il y a une purge en fait qui se produit au sein du parti soviétique, et qui fait que beaucoup de juifs vont être soit démis de leurs fonctions, soit placés à des postes beaucoup plus bas, ce qui est extrêmement humiliant. Et lui, c'est ce qui va lui arriver. On va pas le licencier, mais on va lui proposer un poste de simple ouvrier. Et là, il y a à nouveau une rupture qui se produit dans sa tête, parce qu'il se dit « mais j'ai consacré toute ma vie au communisme, c'était tout ce en quoi je croyais, mon idéologie ». Et là, il est du coup placé à ce poste extrêmement, extrêmement bas. Et contrairement à d'autres juifs polonais de l'époque qui décident à ce moment-là de quitter la Pologne, de dire bon bah en fait en gros ça suffit quoi, on a été assez humiliés comme ça, lui décide de garder ses fonctions parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement fier, mais il va devenir très sceptique par rapport au communisme. Il va se dire en fait moi je crois en l'idéologie communiste, par contre les hommes n'ont pas su l'appliquer. Donc ça ne l'a pas complètement dégoûté du communisme, mais en tout cas je pense qu'une fois de plus il a été profondément humilié par la Pologne. Comme cet épisode est plus long que d'habitude, j'en profite pour faire un petit entracte. Alors voilà, ceci est le dernier épisode de la saison 1. Je vais faire une pause d'été, le temps de préparer une saison 2 qui sortira en septembre-octobre. Pour la saison 2, je me suis fixé un gros défi, doubler le nombre d'épisodes en faisant un second épisode par mois dédié à un tour de France des grands-parents. L'idée c'est quoi ? C'est d'avoir ce second interview chaque mois avec une personne de plus de 60 ans en région qui racontera l'histoire de ses grands-parents. C'est une façon d'aborder des récits plus régionaux et plus historiques puisque les grands-parents de nos grands-parents sont nés avant 1900. Pour faire tout ça, je vais avoir besoin de voyager, prendre le train et payer mes monteuses 2 fois par mois. Donc j'ai besoin d'aide. Si vous pouvez et voulez soutenir Passer Recomposé, allez faire un petit tour sur la page Tipeee pour faire un don. Vous pouvez trouver le lien dans la description de l'épisode. Même 3 € en don ponctuel ou mensuel est d'une grande aide. Parce que 3 € plus 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 3 €, ça finit par faire assez pour un billet de train et un montage. Et si vous ne pouvez pas personnellement donner, parlez de Passer Recomposé autour de vous. Plus on a d'auditeuristes, plus il est probable que certains et certaines puissent faire des dons ou puissent aider d'une manière ou d'une autre. Et aussi, si vous connaissez des personnes de plus de 60 ans qui vivent en région, écrivez-moi. Peut-être que ce serait intéressant de les intégrer dans la programmation des prochains épisodes. Bon, j'ai fini. Je redonne la parole à Alice, qui nous amène maintenant du côté maternel de sa famille. Bonne suite d'écoute. Mes grands-parents maternels, Gilbert
et Margaret se rencontrent à Paris. Et pour préciser, en fait, il y avait vraiment donc 2 branches, c'est-à-dire que mon grand-père maternel, Gilbert, lui, était égyptien, et ma grand-mère maternelle, Margaret, était polonaise. Donc, Margaret, elle, ne naît pas en Pologne, mais elle va naître à Paris, parce que, en fait, ses parents ont eu un enfant hors mariage, et ils venaient de la bourgeoisie moyenne polonaise, ils vivaient tous les deux à Varsovie, donc c'était considéré comme absolument scandaleux à cette époque d'avoir un enfant en mariage. Donc très discrètement, la mère de Margaret va partir à Paris pour accoucher et hop, revenir à Varsovie, et il va y avoir 2 dates de naissance différentes, c'est-à-dire que la véritable date de naissance de ma grand-mère, c'était avril, mais elle racontait à tout le monde qu'elle était née en août. Voilà, elle a réussi à masquer tout ça, sachant que dans cette partie de la famille, hein, le fait de rester toujours élégante, classe au regard des autres, ça c'est quelque chose qui va être très très important. Donc surtout que mon arrière-grand-mère était une femme très belle, enfin considérée comme très belle pour l'époque. On disait qu'elle avait pas du tout l'air juif, elle était blonde aux yeux bleus, elle séduisait beaucoup les hommes, donc il fallait surtout pas que cette histoire se sache. Et à ma connaissance, ça ne s'est pas su. Ma grand-mère naît dans cet environnement-là, donc assez riche, hein. Elle est élevée par des nurses suisses qui lui apprennent le français, parce que de ce côté-là de la famille, il y avait cette attirance pour la France qui était très présente. À tel point aussi que le yiddish, qui était donc une langue parlée assez communément par les juifs polonais de l'époque, était assez méprisé, notamment de la part de mon grand-père, qui voulait être un juif totalement assimilé et qui méprisait la langue yiddish, qu'il associait plutôt à une culture populaire. Ma grand-mère, encore aujourd'hui, le comprend, le yiddish, donc je pense qu'elle a dû le parler à cette époque, mais en tout cas, c'était pas quelque chose qui était valorisé dans la famille, et on voulait se montrer comme un juif de la bourgeoisie, en tout cas attiré par la France et ses valeurs modernes et son goût pour l'élégance et pour l'opulence. C'est aussi pour ça qu'ils ont rejeté le yiddish dans cette famille. Margaret, elle naît en 1930. Et lorsque la guerre éclate, ça signifie qu'elle a 9 ans. Et elle a une petite sœur qui a 3 ans à cette époque. Et là, sa vie va brusquement changer, parce qu'elle va passer de cette vie d'opulence avec les nurses, très bien, enfin une vie classique de la bourgeoisie de l'époque, à une pauvreté qui va être assez importante, parce que à cette époque-là, donc c'est à partir de 1940, si je ne me trompe pas, les juifs polonais vivant à Varsovie vont être forcés d'aller vivre dans le ghetto de Varsovie. Ils vont être tous localisés dans cette zone-là. Et lorsque ma grand-mère va découvrir le ghetto, elle va découvrir une vie totalement nouvelle, parce que je la cite, hein, les gens mouraient sur le trottoir, il y avait une misère qui était absolument atroce. Et elle faisait partie des chanceux, parce que étant donné que sa famille était riche, ils avaient réussi à vendre quelques bijoux, je crois, et juste avant que ça arrive. Donc lorsque l'on entrait dans le ghetto, il y avait beaucoup des biens des juifs qui leur étaient retirés, donc ils avaient réussi juste à temps à garder un peu d'argent. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont réussi à survivre, elle et sa famille. Mais de ce qu'elle raconte, elle marchait littéralement sur des morts. Donc ça a été quelque chose de très très traumatisant pour elle. Le père, à ce moment-là, était dans l'armée polonaise. Donc elle s'est retrouvée seule avec ses filles, donc la mère de Margaret. Et à ce moment-là, prend la décision de sauver ses filles. Et comme elle avait des connaissances non juives qui l'ont aidée à trouver un appartement, à cacher ses filles dedans. Elle est restée un temps avec ses filles dans l'appartement. On peut vraiment faire un parallèle d'ailleurs avec l'histoire d'Anne Frank, parce que ma grand-mère raconte qu'il fallait absolument pas faire de bruit, il fallait pas tirer la chasse, il fallait être le plus silencieux possible. Et puis à un moment donné, c'est devenu trop dangereux de rester dans cet appartement, parce qu'il risquait d'être trouvé à tout moment, donc il a fallu trouver une autre solution. De nouveau, la mère de Margaret à essayer de chercher parmi ses connaissances non juives, qu'est-ce qui pourrait l'aider. Et une personne, je ne sais pas qui,
l'a aidé à envoyer ses enfants dans un couvent qui était situé dans la banlieue de Varsovie. Parce qu'à l'époque, il y avait donc des bonnes sœurs qui étaient engagées dans la résistance et qui cachaient les enfants juifs. Et c'est comme ça donc que ma grand-mère a survécu. Sa mère a réussi à partir en Allemagne cachée par des connaissances et je crois que voilà, elle a plus ou moins usé de son physique, je ne sais pas dans quel détail, mais pour pouvoir être cachée. Je pense pas qu'elle ait exercé un métier de travailleuse du sexe. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été dit. Donc si c'est le cas, je pense que ça ne se saura jamais. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est sûr et certain, c'est que dans cette famille, la séduction est utilisée comme un mode de survie. C'est-à-dire que aussi bien elle que ma grand-mère s'est toujours dit c'est grâce aux hommes que je survivrai, voilà, en m'habillant bien, en étant une femme élégante, je trouverai un homme qui a de l'argent et qui pourra subvenir à mes besoins. Ça a toujours été cette logique-là. Et c'était très très important pour mon arrière-grand-mère voilà, de faire bonne figure auprès des hommes, notamment pour pouvoir être sauvée. Donc, effectivement, elle a réussi à passer du côté allemand, mon arrière-grand-mère, à être protégée. Et mon arrière-grand-père, pendant ce temps-là, ce qui est assez incroyable, c'est que lui a réussi à survivre parce qu'il était donc engagé dans l'armée polonaise à ce moment-là. Il a rencontré un officier allemand. Bah voilà, enfin l'officier devait l'envoyer. Enfin c'est peut-être lui ou un de ses collègues, mais enfin en tout cas il devait être envoyé dans les camps. Et en fait, il se trouve que mon arrière-grand-père était le frère d'un joueur d'échecs qui était très connu à l'époque en Pologne. Je donnerai pas de son nom de famille, mais son prénom c'était Pauline. Et en fait, il connaissait les parties de son frère par cœur. Et il est tombé sur un officier qui adorait les échecs. Et donc il lui a dit bah, si tu me laisses la vie sauve, je te montre que je suis le frère de ce fameux Pauline. On fait une partie d'échecs et je connais ces parties par cœur. Et c'est comme ça qu'il a été sauvé, en fait. Je crois qu'ils étaient dans un train à ce moment-là, qu'il a réussi à sauter du train et à partir. Donc aussi bien mon arrière-grand-père que mon arrière-grand-mère ont réussi à survivre pendant la guerre. Et ma grand-mère était donc cachée dans ce couvent. Et elle a dû s'occuper de sa petite sœur. Donc ma grand-mère avait 9 ans, sa petite sœur avait 3 ans. Et sa mère lui a clairement dit « Maintenant, tu es responsable d'elle ». Et ça a été un poids très très lourd pour ma grand-mère, une grosse responsabilité. Et donc ils se sont retrouvés en fait après la guerre, et toute la famille a été sauvée, ce qui est vraiment de l'ordre du miracle, parce que je pense que toutes les histoires juives, quasiment toutes relèvent du miracle dans cette, enfin en tout cas la survie dans cette région d'Europe. Donc ils se sont retrouvés après la guerre. Très vite, il a été décidé que ma grand-mère partirait avec sa sœur pour faire des études en Angleterre. C'était aussi lié au fait que l'Angleterre était considérée comme un pays au niveau de l'éducation qui était brillant, et donc cette famille bourgeoise s'est aussi dit bah, l'Angleterre, c'est très bien, on va les envoyer à Londres faire des bonnes études. Et donc elles sont parties en fait très rapidement après la fin de la guerre. Et les parents de Margaret, quant à eux, sont restés à Varsovie. Ma grand-mère a fait sa scolarité en Angleterre, elle a passé son bac là-bas. Et suite à cela, elle rentre à Paris. Elle réussit à trouver une place à la cité universitaire parisienne. Et c'est là qu'elle rencontre Gilbert, donc mon grand-père. Gilbert est né donc à Héliopolis en 1922. Héliopolis, c'est une banlieue du Caire. Il naît donc dans une famille assez riche, une famille de la bourgeoisie moyenne du Caire, enfin des environs du Caire. Il y a une grande attirance pour la France de ce côté-là aussi, déjà pour des raisons familiales, puisque le grand-père de Gilbert, donc mon arrière-grand-père, est né en Algérie, à Tlemcen, et à cette époque, il y avait donc un décret qui s'appelle le décret Crémieux et qui accordait la nationalité française donc aux juifs sémites, donc vivant dans ces pays-là, donc du Moyen-Orient. Et c'est grâce à ce décret Crémieux donc, que mon arrière-grand-père est devenu français, et donc qu'il y a eu la nationalité française qui s'est installée dans cette famille. Donc le père de Gilbert était français, mais la mère de Gilbert ne l'était pas. Elle était égyptienne, et elle est devenue française en épousant le père de Gilbert. Voilà comment est-ce que
La famille est devenue française et donc il y avait cette attirance pour la France qui était très présente parce que cette famille de la bourgeoisie moyenne ne se sentait pas en adéquation avec les juifs égyptiens qu'ils côtoyaient. Ils considéraient que c'était une culture qui était trop populaire. Je pense qu'ils étaient un peu snobs, hein, on va le dire. Pour eux, la France, c'était le top du top, c'était les intellectuels, la littérature. Donc mon arrière-grand-père disait mais on est trop bien pour l'Égypte. Du coup, il prend la décision, lui, de quitter l'Égypte. Ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que à l'époque, les Juifs d'Égypte étaient très communautaires, donc il fallait vraiment être tout le temps avec la famille, la belle famille, voilà, c'était la coutume. Et lui, clairement, ça le pesait, il en avait marre de cette vie qu'il considérait comme une vie de ghetto. Il avait envie de fuir tout ça. Donc il décide de partir en France, 1 an après la naissance de Gilbert en 23. Et ils vont s'installer très rapidement à Nice. Ils recherchent vraiment la douceur du climat égyptien, donc ils trouvent une petite maison à côté de Nice, dans le sud de la France, dans un petit village qui s'appelle Contes. Et là, ils vont s'installer là-bas et commencer leur vie. La vie à Contes est particulière parce que, déjà, je précise que ça a été un déchirement total pour mon arrière-grand-mère, parce qu'elle avait pas du tout envie d'aller vivre en France. Elle était très attachée à sa famille. Et contrairement à ce que pensait, donc le père de Gilbert s'appelait Albert, donc contrairement à ce que pensait Albert, c'était pas du tout la vie intellectuelle qu'il allait mener, puisqu'ils arrivent dans ce petit village à Contes, et ce sont des paysans piémontais qui vivent là-bas, qui n'ont rien à voir avec les juifs intellectuels qu'ils étaient. Donc en fait, ils se font aucun ami. En plus, je crois que mon arrière-grand-père était très associable, donc dans tous les cas, c'était compliqué de se faire des amis. La seule amie qui se font, c'est une dame qui s'appelle de mémoire Simone. C'est une niçoise. Ils ont une amie. C'est l'enfer quoi pour mon arrière-grand-mère. Elle passe d'une vie en Égypte. En plus à l'époque, c'était voilà, la femme était quand même assez libérée. Enfin, elles allaient beaucoup au café, au concert. Et puis là, elle passe d'une vie de richesse à cette vie isolée dans cette banlieue niçoise. Ce qui va se passer, c'est que, par opposition à cette marginalisation totale de leurs parents, et ben Gilbert et son frère, donc il a un frère plus âgé, qui a 1 an de plus que lui, qui s'appelle Roger, ils vont vraiment décider d'être brillants à l'école. Ils vont très très bien travailler pour justement s'intégrer et ne pas faire comme leurs parents, voilà, à se marginaliser et à s'exclure. Et je crois qu'ils vont être des très bons élèves. Et puis l'histoire faisant, la guerre éclate en 1939. Donc là, je crois que Gilbert a 17 ans. Enfin, en tout cas, il a autour de 17 ans. Et là, évidemment, leur vie va basculer. Alors, au début de la guerre, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas tout de suite la violence qu'ont connue d'autres régions françaises. Elle est moindre dans cette région niçoise, puisqu'elle est sous domination italienne. Et donc, même si c'est l'époque du fascisme, il y a moins de répression au début, en tout cas envers les juifs. Donc jusqu'en 1943, les Italiens occupaient Nice. Les fascistes étaient beaucoup moins, à cette époque-là, répressifs envers les juifs. Et puis en 1943, ils ont été remplacés par les Allemands. Et c'est là que les choses sont devenues plus compliquées. À ce moment-là, un voisin des parents de Gilbert, je ne sais comment, probablement qui voulait dénoncer de base, a consulté les registres de la mairie de Nice et se rend compte que ce fameux Albert, donc le père de Gilbert, a un nom de famille qui est juif. Il les dénonce immédiatement et ils sont déportés le jour même à Auschwitz et gazés le jour même. Heureusement, ce qui se passe, c'est que Gilbert n'est pas avec eux, puisque Gilbert a été hospitalisé pour un problème mineur, je crois que c'était un furoncle ou quelque chose comme ça, il est à l'hôpital. Et Roger, lui, il fait des études d'agronomie à Tunis. Et à l'époque, à Tunis, il n'y a pas eu beaucoup de répression envers les juifs tunisiens, donc lui, il n'est pas en danger imminent. Et Gilbert, à ce moment-là, n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Enfin, lui, il est à l'hôpital, il pense que ses parents l'attendent à Contes, à la maison. Et puis, les Allemands, qui ont été mis au courant de cette famille juive, viennent aussi chercher Gilbert. Mais encore une fois, l'histoire juive, je pense, est faite de beaucoup de miracles. Ce qui se passe, c'est que Gilbert avait été changé de chambre au dernier moment, parce qu'il y avait eu un souci avec sa chambre. Donc les Allemands débarquent dans l'ancienne chambre de Gilbert. Donc l'infirmier a le temps de prévenir Gilbert en disant « Les Allemands sont venus te chercher, il faut que tu fuis ». Donc Gilbert saute par la fenêtre et
il va voir l'unique amie de ses parents, qui est donc cette fameuse Simone, en demandant de l'aide, en disant bon, les Allemands sont à ma recherche, qu'est-ce que je fais? Et il se trouve qu'elle faisait partie d'un réseau de résistance. Et à ce moment-là, elle contacte très rapidement un réseau de résistance, une ferme, je sais plus où exactement, dans quelle région, mais en tout cas, elle contacte des agriculteurs là-bas qui cachaient des juifs. Elle envoie Gilbert dans un camion de fruits et légumes. Il part en direction de cette ferme. Et voilà, il ne sait pas où sont ses parents, il sait pas quelle est la situation, il sait juste qu'il part se cacher. Donc ça, il va rester là-bas jusqu'à la fin de la guerre. Donc à la fin de la guerre, Gilbert revient à Nice et il se rend compte en fait de ce qui s'est passé, que ses parents ont été envoyés dans les camps. Je n'ai pas beaucoup d'informations quant à sa réaction à ce moment-là. C'est pas quelque chose qui a été communiqué dans ma famille, mais bon, comme pour toutes les personnes qui reçoivent ce type d'informations, j'imagine que ça a dû être assez horrible. Et en fait, il part rejoindre son frère Roger, qui fait des études à Paris. Il part le rejoindre, et c'est là en fait qu'il va rencontrer ma grand-mère à la cité universitaire. Voilà. C'est finalement deux personnes qui se retrouvent liées par un passé commun, qui est celui de la guerre. Assez rapidement, ils vont se marier, se mettre ensemble. Et pour ma grand-mère, ça a été quand même quelque chose d'assez inattendu, parce que elle, qui vient d'une famille bourgeoise, on attendait d'elle qu'elle se marie avec un homme riche, avec une très bonne situation sociale. Elle va se marier avec mon grand-père, Gilbert, qui était un intellectuel contemplatif, c'est-à-dire qu'il a fait 4 ou 5 licences, je crois, de sociologie, histoire géo, littérature, mais il avait clairement pas d'ambition de carrière. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était juste philosopher. Et donc, elle va se marier avec cet homme-là qui n'a pas d'argent. Et c'est même elle qui va devoir subvenir aux besoins de la famille. Il a travaillé un peu comme journaliste, un peu voilà comme commercial, je crois. Mais enfin bon, clairement, il avait pas l'intention de faire carrière. Elle va se marier avec cet homme-là qui n'a pas vraiment d'ambition carriériste. Et puis, ma tante va naître en 1954 et ma mère va naître un an après, en 1955. À la naissance de ma mère, ils vont d'abord habiter, je crois, dans le 17e arrondissement, rue Guy Môquet, et puis ils vont acheter un appartement dans le 7e arrondissement. Alors, pourquoi est-ce que je précise ce 7e arrondissement? Parce que pour ma grand-mère, c'était la consécration, en fait. C'était la bourgeoisie telle que la décrivait sa mère. Voilà, les petits catholiques bourgeois du 7e, pour elle, c'était le sacré Graal, parce que depuis son passage au couvent, je pense qu'elle vouait vraiment un culte déjà aux catholiques, parce que c'est ceux qui l'avaient sauvée. Et alors en plus, dans ce milieu bourgeois, donc ma grand-mère s'habillait en petit tailleur, avec des très belles boucles d'oreilles. Elle était vraiment dans son élément. Mais une fois de plus, ça c'était sur papier, parce que officiellement, elle vivait cette vie de femme pas forcément aisée, mais qui avait les moyens, parce qu'elle avait trouvé un emploi dans une agence de voyage où elle était pas trop mal payée. Mais officieusement, elle considérait quand même qu'elle était différente. Elle était très complexée par son physique, parce qu'elle considérait qu'elle avait l'air juif. Donc même si, voilà, elle participait aux parties de bridge, elle était amie avec tous les voisins du quartier, etc., officieusement, elle se sentait différente. Elle détestait son nez, elle se sentait pas, en fait, intégrée. Donc il y avait vraiment, je pense, ces deux visages de ma grand-mère, entre celui de l'intégration et puis celui de cette détestation physique. Elle supportait pas se faire prendre en photo. Et d'ailleurs, ma mère, plus tard non plus, détestait les photos. Je pense qu'elle a transmis vraiment ce complexe, en fait, vraiment d'avoir l'air juif. Mais en tout cas, toujours est-il que c'était une femme assez avant-gardiste, parce que c'était elle qui travaillait et qui subvenait aux besoins de ses enfants. Voilà. Donc la vie avec Gilbert était assez particulière, dans le sens où, bon, c'était assez classique pour l'époque. Gilbert était un homme assez macho. Bon, il acceptait de se faire entretenir par sa femme, elle lui faisait ses lacets, elle faisait à manger. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle vivait avec un homme qui était violent, qui était très colérique, et qui, en même temps, Gilbert avait un amour inconditionnel pour ma mère. Vraiment, enfin ma mère, en tout cas telle qu'elle le décrit, c'était vraiment sa petite chouchoute, parce que ma mère était quelqu'un
de très intellectuelle. Elle, très vite, elle s'est intéressée à la lecture, à la littérature. Donc mon grand-père était ravi. Et donc il était à la fois violent avec ses enfants et en même temps, il adorait leur transmettre. Enfin, très tôt, il leur a transmis les grands principes de la philosophie. Il voulait transmettre cet amour pour l'intellect à ses enfants. Donc mon grand-père, tel qu'il est décrit par ma mère, c'est quelque chose d'assez ambigu. C'est à la fois un homme violent et à la fois un homme qu'elle adorait à la folie parce que c'était le plus intelligent du monde, parce que, voilà, enfin, je cite ses propos. Et puis, il y a eu une tragédie, puisque Gilbert est mort à l'âge de 47 ans. Donc ma mère avait 14 ans à l'époque. Il est mort d'une crise d'épilepsie. Et ma grand-mère s'est retrouvée donc seule avec ses deux enfants, donc deux adolescentes de 14 et 15 ans. Donc une fois de plus, face à une tragédie, face à une énorme tragédie, et d'après ce que me dit ma mère, ça a été vraiment une battante. Pas un seul moment, ma mère l'a vue craquer, l'a vue pleurer, l'a vue s'effondrer. Je pense qu'elle s'est retrouvée à nouveau dans cette position de il faut que je protège mes enfants, comme elle a dû protéger sa petite sœur pendant la guerre. Et elle a tout fait pour que ses filles ne manquent de rien. Elle s'est associée avec un cousin de mon grand-père pour ouvrir une agence de voyage. Voilà, elle a continué à travailler. Elle a fait en sorte que ses enfants réussissent dans la vie, puisque ma mère est devenue médecin et ma tante est chercheuse. Voilà, donc elle a vraiment... on va dire que matériellement, elle était très présente pour ses enfants. Ça, vraiment, de ce côté-là, on peut rien lui reprocher. Mais, et là je vais faire un parallèle avec mon grand-père paternel, au niveau des émotions, il y a vraiment quelque chose qui s'était cassé. C'est-à-dire qu'elle était incapable de transmettre des émotions à ses enfants. C'est-à-dire qu'elle n'était pas capable de leur dire qu'elle les aimait, elle n'était pas capable de les embrasser. La seule façon qu'elle avait de montrer son amour, c'était par les biens matériels. De dire, je veux que mes enfants ne manquent de rien, je veux que vraiment qu'ils soient, pour parler de façon familière, qu'ils ne galèrent pas dans la vie comme moi j'ai galéré. Mais c'était le maximum qu'elle pouvait donner. Elle pouvait vraiment pas donner plus, quoi, finalement. Les souvenirs que j'ai de Margaret, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'affection. Ça a été une mère qui n'était pas affectueuse et ça a été une grand-mère qui n'était pas affectueuse. Matériellement, moi, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée pendant mes études. Voilà, elle m'a aidée à payer mon loyer. Enfin, c'est quelqu'un... je savais toujours que je pouvais compter sur elle et je savais à quel point j'avais de la chance. Mais j'ai pas noué de lien affectif avec elle. La vision que j'avais d'elle, c'était cette femme toujours très bien habillée, qui faisait ses parties de bridge avec ses amis, qui était aussi très complexée par son physique et qui arrêtait pas de me dire, parce que donc je suis blonde aux yeux bleus, qui arrêtait pas de me dire oh, mais toi pendant la guerre, mais qu'est-ce que t'aurais eu comme chance, qu'est-ce que t'aurais eu comme chance, tu te rends pas compte ce que c'est que d'être une juive avec l'air slave, c'est une chance absolue, et elle me le répétait tout le temps. Et puis, par moments, il y avait des petits moments où je percevais une espèce de faille, c'est-à-dire que je me souviens, on marchait dans la rue, et puis à un moment donné, elle voit un bout de pain par terre, et puis elle me dit j'aurais donné n'importe quoi pour avoir ça quand j'étais dans le ghetto. Et puis après, la porte se refermait, et puis on passait à autre chose. Donc j'avais des petits moments comme ça, où je ressentais son désarroi, mais sinon, elle voulait être cette femme intégrée dans la société, elle voulait pas montrer, et moi, je lui faisais des câlins. Et je sentais que quand je lui faisais des câlins, mais j'ai un petit peu la même chose avec ma mère aussi, c'est qu'elle était très mal à l'aise en fait. Elle savait pas où placer ses mains. Ouais, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est brisé en elle et qui faisait qu'elle ne pouvait pas montrer les émotions. Et je pense que ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était que nous aussi, ses petits-enfants, parce que j'ai une grande sœur qui a 4 ans de plus que moi, on soit aussi des enfants très intégrés. Elle nous demandait tout le temps t'as eu quelle note à l'école, est-ce que t'es première de la classe. Elle voulait que je m'habille comme une petite fille modèle, alors que moi, à l'époque, j'étais pas un garçon manqué, mais je m'en fichais, quoi. Je mettais des habits troués, enfin, j'avais aucune... L'apparence, c'était pas du tout quelque chose d'important pour moi. Et à chaque fois que je la voyais, il fallait que je m'habille en petite jupe plissée, en petite chemise, parce que voilà, il fallait que je sois une enfant très bien élevée. Elle m'a inscrite dans une chorale, parce que j'aime beaucoup chanter, une chorale de chant catholique. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je me disais, je sais que ça lui fait plaisir. Il y avait quelque chose dans ma tête où je me disais, je sais que c'est important pour elle,
je vais pas la faire chier. Je vais pas la faire chier si ça lui fait plaisir. Et ben allons-y. Allons-y, et si ça peut nouer des liens entre nous, pourquoi pas. Alors, la culture juive dans ma famille, c'est resté quelque chose de très compliqué et moi je suis passée par plein de phases différentes. Parce que mes parents ont toujours tenu quand même à faire les fêtes principales, la fête de Kippour, qui est une fête où une fois dans l'année on jeûne, ça s'appelle le grand pardon en fait. Pour résumer de façon très vulgaire, ça va être une journée où on va se remettre en question, on va dire pardon aux gens qu'on a offensés et ça va se traduire par une journée de jeûne. Il y a d'autres types de fêtes, voilà. En gros, ils voulaient faire les grandes fêtes juives. Et ils avaient des positionnements très différents par rapport à ça. Parce que ma mère, elle s'intéressait vraiment je vais dire de façon presque scientifique, à la culture juive, quels sont les grands principes. Elle mettait pas beaucoup d'émotions, un peu comme ma grand-mère d'ailleurs. Et mon père, lui, à chaque fois qu'on faisait une fête juive, il se mettait à pleurer. Parce que c'était trop pour lui, parce que voilà. Donc, nous, avec ma sœur, on en rigolait presque. On disait, ah voilà, ça va être les grandes eaux. C'était très compliqué pour lui de mettre une kippa. Et en même temps, il voulait faire la fête. Et en même temps, enfin bon, c'était hyper compliqué. Donc, moi, face à ça, j'étais complètement paumée. C'est-à-dire qu'au début, j'avais un énorme rejet de la religion juive. Je disais que ça servait absolument à rien de faire ça. Ma sœur, elle, contrairement à moi, a arrêté de manger du porc assez tôt, elle a fait sa bat mitzvah, on s'engueulait tout le temps, je lui disais qu'elle était extrémiste, elle me disait mais toi tu comprends rien, enfin, je précise que j'adore ma sœur et que je m'entends extrêmement bien avec elle et que voilà, c'était une période de notre vie compliquée, mais en tout cas on a toutes les deux pris des tournants très différents vis-à-vis de la religion juive. Et puis à un moment donné, je suis partie faire un voyage à Buenos Aires et il se trouve qu'il y a beaucoup de juifs ashkénazes, donc d'origine polonaise et d'autres pays de l'Est, qui ont émigré à Buenos Aires. Et là, je sais pas pourquoi, je me suis baladée toute seule dans le quartier juif à un moment donné. Je me suis acheté une étoile de David. Je sais pas pourquoi ni comment, mais je me suis dit, j'ai envie de le faire. J'ai rencontré des personnes de la communauté juive et puis j'ai arrêté de manger du porc, ça a duré 2 ans. Puis après, je me suis dit non, finalement, j'ai pas envie de faire ça, mais peut-être que j'ai envie de pratiquer les fêtes. Enfin, en gros, toute ma vie, ça a été une succession de... Oui, j'ai envie de m'y intéresser, mais c'est compliqué. Donc aujourd'hui, je garde un rapport qui est assez flou. Et en fait, tous les ans, c'est différent. Il y a des années où j'ai vraiment envie de m'engager, d'autres où j'ai pas envie. C'est très variable. Et c'est pareil pour la culture polonaise. La culture polonaise, moi, il faut savoir que je me suis vraiment intéressée aux langues assez jeune et je parle plusieurs langues. Et le polonais, ça a toujours été un gros blocage pour moi. J'ai jamais réussi à l'apprendre complètement. Je pense que voilà, c'est lié à l'histoire familiale. Et comme pour la culture juive, j'ai eu un rejet à un moment donné. C'est-à-dire que petite, j'allais beaucoup en Pologne, j'allais beaucoup visiter mes grands-parents, mes oncles et tantes. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté d'y aller, je voulais plus, parce que je pense que j'en avais marre, en fait, de ces angoisses, de ces drames qu'on met sous le tapis et dont on ne parle pas. Et ça c'est quelque chose, en tout cas, qui s'est toujours fait du côté de ma famille paternelle. Mais toujours est-il que j'ai toujours un rapport qui est très compliqué. Parfois, je retourne en Pologne, parfois, pendant 1 ou 2 ans, je n'y vais pas. Mais aujourd'hui, la démarche que j'ai, c'est vraiment une démarche de libération de la parole. J'ai envie de parler de tous les drames qu'il y a eu dans ma famille, que ce soit pendant la guerre ou après. J'ai plus envie que les choses soient tues. Et si j'ai une angoisse, même si je suis très paumée vis-à-vis de toutes ces questions d'identité, j'ai envie qu'elles soient abordées. J'ai plus envie d'être dans cette démarche qu'avaient mes parents et mes grands-parents, de surtout on n'en parle pas, surtout on fait bonne figure, on ne parle pas des drames. Moi ça je refuse et c'est aussi pour ça que j'ai moi-même monté un podcast sur la quête de sens, qui n'a rien à voir avec la culture juive, mais où justement je me pose des questions sur le sens de la vie et notamment au travail, parce que je suis dans cette démarche de pourquoi les choses se passent comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les résoudre, vraiment dans une démarche de dialogue et plus de silence en fait. Moi, quand je parle de mes origines, je n'oublie jamais déjà la part égyptienne. Parce que c'est vrai que ma mère, elle le met pas du tout en avant. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce que je me sens extrêmement proche de cette culture. Le hasard a fait que petite, ma meilleure amie était d'origine égyptienne. Alors pas juive égyptienne, mais égyptienne. Et j'ai vraiment développé un amour pour la langue égyptienne. Je la parle pas aujourd'hui, mais j'aimerais un jour l'apprendre. C'est une partie de mon identité qui est importante et que j'aimerais développer. J'aimerais un jour
partir en Égypte vraiment sur la trace de mes grands-parents. Je me sens aussi polonaise, mais c'est compliqué parce que la Pologne est encore quand même malheureusement très antisémite aujourd'hui, mais pas que antisémite, hein. C'est un gouvernement qui est homophobe, raciste, c'est un gouvernement d'extrême droite, donc c'est compliqué de se dire polonaise à l'heure actuelle avec juste un gouvernement qui est absolument à vomir. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière presque. Ça fait peur. Donc je me sens polonaise parce que j'aime, mine de rien, j'aime cette langue, j'aime cette culture, j'aime la culture slave de manière générale. J'ai fait des études de russe aussi, donc c'est quelque chose qui est fortement ancré en moi. Mais il y a des jours où j'ai envie de dire que je suis polonaise et d'autres non. Voilà, ça dépend un peu de mon humeur et de mon rapport à la Pologne. Et j'essaye de pas réduire la Pologne à cet extrémisme politique. Je me dis qu'il y a d'autres choses, qu'il y a aussi Varsovie, c'est une ville culturellement qui est très développée. Et puis les Juifs aussi, entre guillemets, renaissent en Pologne. Il y a beaucoup de mouvements, on appelle ça l'intelligentsia, de Juifs polonais qui créent des associations, des structures, qui se mélangent aussi avec des non-juifs. Il y a un nouveau mouvement identitaire qui est en train de se créer, donc je reste quand même optimiste sur le sujet, malgré tout. Et mon rapport à la France, pendant très longtemps, je me considérais presque comme apatride, en fait. Je me considérais pas française, ni polonaise, ni... je disais, bah oui, la France, c'est le pays dans lequel je suis née, mais moi, j'adore voyager, donc dès que je pouvais, je quittais la France et j'allais ailleurs. Bon, avec le changement climatique, je me suis quand même un peu calmée. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je trouve du plaisir à dire que je suis française. Parce que mine de rien, déjà, personnellement, je travaille comme rédactrice touristique et je fais la promotion des régions françaises. Et mine de rien, ça m'a aidée à me dire, mais on a quand même un vachement beau pays avec un patrimoine qui est assez incroyable. Enfin, en fait, il y a plein de choses que j'aime dans la France et avant, j'avais presque honte de le dire. Je préférais mettre en avant, oui, mais moi, je suis fille d'immigrés, voilà, ma famille a souffert, etc. Bah maintenant, je pense que les deux peuvent se concilier et c'est pas parce qu'on aime être français qu'on peut ne pas aimer ses origines polonaises ou égyptiennes. Je pense que ça peut se concilier, mais ça m'a pris du temps, ouais, de concilier les trois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mon conjoint actuel, donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on partage vraiment une histoire commune. Bon, déjà, ce qui est rigolo, c'est qu'on est nés le même jour. Ça me fait toujours rire. En fait, lui, donc, il est fils de Palestiniens. Donc, il est d'origine palestinienne. Donc, déjà, il a cette histoire d'immigration dans sa famille qui est très forte, puisque sa famille est partie de Palestine. Alors, j'ai pas exactement les dates en tête. Je crois que c'était les années 50 en France. Il y a des histoires très compliquées entre la Palestine, la Russie, beaucoup de zones de son histoire qui sont très floues, comme chez moi. Et puis, on partage tous les deux cet amour des voyages, et je pense que c'est pas pour rien, parce qu'en fait, on a toutes ces cultures respectives qui bouillonnent un peu dans chacun d'entre nous. Donc, au début, c'était pas facile, parce que quand je l'ai rencontré, j'étais très sur la défensive vis-à-vis de mon identité juive. Donc, la première chose que je lui ai dit, c'est « Ah, t'es palestinien, bah moi, faut que tu le saches, je suis d'origine juive. » Enfin, je pense que je l'ai à moitié agressé, alors que le pauvre, il avait rien fait, il avait rien demandé, et c'est quelqu'un d'extrêmement tolérant. Mais c'était pas évident, parce que sa famille, je pense aussi, a quand même des a priori. Enfin, c'est normal, ils ont vécu la guerre. Vivre du côté palestinien, c'est pas évident, donc... Mais moi, j'ai pas forcément d'affinité par rapport à Israël, parce que j'ai pas beaucoup de famille qui vit là-bas. Ça aurait été peut-être plus compliqué si j'étais juive israélienne de vivre avec un Palestinien. Mais là, c'est plus, parfois on a des points de vue qui sont divergents, mais mine de rien, on partage ces migrations en fait qu'on a en commun de nos familles respectives, et ça, je trouve que c'est joli en fait comme histoire. Merci à Alice pour ce partage passionnant, éclairant et émouvant. Si vous voulez découvrir le podcast d'Alice, Ma Génération, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur Instagram. C'est un joli logo jaune avec un Y en plein milieu. Merci aux auditeuristes fidèles et notamment celles qui sont devenues mécènes sur Tipeee ce mois-ci, à savoir, Alice justement. Comme je le disais plus tôt, ce financement va être indispensable pour que la saison 2 soit plus inclusive. C'est-à-dire que je puisse me rendre dans les différentes régions de France et aussi plus dense
à savoir que nous puissions faire 2 épisodes par mois, ce qui signifie plus de montage et donc plus de coûts pour ce podcast qui est à 100% indépendant. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook et mettez-nous des étoiles sur vos applications de podcast, Apple Podcast et Echo. Toutes ces petites actions nous aident à remonter dans les algorithmes et trouver notre public. Enfin, merci à Laura Bois pour le montage. Laura est celle qui parle dans l'épisode 12. Vous la connaissez peut-être pour son podcast Môme, un podcast très éclairant et bien fait qui parle du désir et non-désir d'enfant. Merci pour votre écoute et à bientôt.